Je me souviens précisément de ce moment. Jeudi, 14h30. L'horloge numérique de mon ordinateur affichait 14h31. Le soleil tapait dur sur les vitres du troisième étage de la tour Lasserre à Villeurbanne, ces vitres teintées qui transformaient tout le ciel en une bande étroite d'orange et de gris. Et moi, j'étais assis face au PDG, comprenant que ma vie venait de basculer. Quelque chose de profond venait de se briser en moi. Pas dramatiquement, mais solidement, comme une fissure dans le béton qui va s'élargir avec le temps. Vous savez, j'avais toujours cru que je maîtrisais la situation. Pendant 18 ans, j'ai bâti ma carrière chez Lasserre Transport et Logistique. 18 ans. Presque 2 décennies passées à construire quelque chose, à édifier des structures, à mettre en place des règles, à faire fonctionner une machine. Et en 3 minutes, tout s'était écroulé. Ou plutôt, tout avait basculé sans effondrement, ce qui était pire. L'entreprise resterait debout, elle continuerait son chemin, mais sans moi. Comme si je n'avais jamais existé. Mais je vais revenir au début, parce que rien de ce qui est arrivé ce jour-là n'a vraiment eu l'air d'une surprise, sauf que c'en était une énorme. Je m'appelle Étienne Marchand, j'ai 46 ans. Depuis 2006, je suis directeur financier et conformité chez Lasserre Transport et Logistique. C'est une belle boîte, vous savez, entre 380 et 400 employés selon les périodes. Présente partout dans le Grand Lyon, des dépôts à Marseille, Toulouse, Bordeaux. Une vraie PME qui a grandi, pas un petit machin familial qu'on ne voit nulle part. Non, Lasserre, c'est du solide. Du moins, c'était. La tour elle-même, elle est belle. Construite dans les années 80, dans ce style architectural lyonnais qui mélange verre et béton. Du troisième étage, on voit les quais du Rhône s'étirer vers le sud. L'été, quand les fenêtres sont ouvertes, vous entendez le bruit des voitures en bas, les cris des enfants qui jouent le long du fleuve. L'hiver, le bâtiment devient une forteresse silencieuse. Les couloirs sonnent creux, les pas résonnent. C'est dans cette tour que j'avais passé 18 ans de ma vie, de mes 34 ans à mes 53 ans. Non, pardon, 46 ans. À ce moment du récit. Les années avaient passé tellement vite. Mes responsabilités, c'était tout l'aspect financier, évidemment. Trésorerie, comptabilité générale, gestion des flux de trésorerie, les reportings mensuels, l'interfaçage avec les contrôleurs de gestion, la gestion bancaire, les lignes de crédit, les négociations avec les fournisseurs clés qui demandaient du délai. Mais pas seulement. Je gérais aussi la conformité, et c'est ici que ça devient intéressant. Conformité, ça veut dire URSSAF, ça veut dire Code du travail, ça veut dire audit interne, vérification des déclarations de charges sociales, respect de la législation sur la durée du travail, inspection du travail, douane, TVA, comptabilité analytique. Tout ce qui pourrait faire fermer la boîte si on n'y fait pas attention. Vous comprenez, dans le secteur du transport et de la logistique, la conformité, c'est un sujet délicat, extrêmement délicat. Les inspecteurs du travail adorent venir fouiller dans nos dépôts, vérifier si les mecs qui conduisent les camions respectent bien les temps de repos obligatoires, 4 heures de repos après 4 heures de conduite. Si les déclarations de kilomètres correspondent aux heures déclarées à l'URSSAF, si les contrats de travail sont à jour, si les fiches de paie sont correctes. Moi, je veillais à tout ça. Pendant 18 ans, c'était ma vie. Ma peur la plus profonde était de recevoir un appel de l'URSSAF ou de la DRTE, la Direction régionale du travail et de l'emploi, annonçant une inspection surprise. Ça m'avait empêché de dormir plus d'une nuit, je dois l'avouer. Et puis il y a eu Bernard Lasserre. C'est le PDG, le fils du fondateur. 69 ans, chemise Ralph Lauren toujours impeccable, cheveux gris bien peignés, sourire de mec qui n'a jamais eu à vraiment se battre pour rien, pour aucune opportunité. Ses parents ont fondé l'entreprise en 1973, une vision audacieuse pour l'époque, faire du transport régional dans une période où tout le monde pensait que l'avenir était dans les gros groupes nationaux. Ses parents, c'étaient des battants. Bernard, lui, il a hérité du titre et d'une belle vie. Il y a eu un moment où il a essayé d'apprendre le métier, les années 90, je crois. Mais rapidement, il s'est rendu compte que déléguer lui convenait bien mieux.
Pourquoi faire le travail soi-même quand on peut payer quelqu'un d'autre pour le faire? C'était sa philosophie. Et voilà comment j'ai fini par faire une bonne partie du vrai travail. Ce n'était pas un secret. Tout le monde à la serre savait que c'était moi qui décidais dans les domaines critiques. Bernard, lui, il préférait les déjeuners avec les gros clients, les conférences du MEDEF, les réunions patronales où on parlait de fiscalité, et surtout, s'entourer de gens qui lui ressemblaient. Famille, piston, copains des grandes écoles. C'est comme ça que ça marche dans certaines boîtes en France, vous savez. C'est une réalité que personne n'aime admettre, mais elle est là. Moi, je venais d'une bonne école, oui, une prépa, HEC pour être exact. Mais j'avais dû l'avoir à la sueur de mon front, pas grâce aux relations. Parents modestes, père responsable logistique à la SNCF, mère infirmière. Pas de grand-mère ambassadrice, pas de cousin ministre. Et ça, inconsciemment, ça crée des frictions. Bernard, je pense qu'il m'aimait bien, jusqu'à un certain point. Mais il m'a toujours vu comme un peu, comment dire, trop compétent, trop présent, quelqu'un qui en savait trop et qui était assez intelligent pour le montrer sans beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui aurait pu prendre sa place s'il avait osé. Mais parlons de Florian. Florian Lasserre, le neveu. Florian est le fils de la sœur cadette de Bernard, Isabelle. Un gars de 28 ans, sorti d'une école de commerce sympathique, Audencia à Nantes, je crois. Pas Polytechnique, pas HEC, mais une bonne école quand même. Pas une école de second choix, mais pas une école de première division non plus. Il avait fait un stage l'année d'avant chez Lasserre, histoire de faire connaissance avec le family business, comme on dit en français quand on veut utiliser des mots anglais pour paraître moderne. Et puis, au début de cette année-là, Bernard avait commencé à le mentionner plus souvent aux réunions de direction. Florian a quelques idées intéressantes sur l'optimisation des routes de livraison. Florian pense que nous devrions moderniser les systèmes de tracking GPS. Florian a suggéré qu'on pourrait faire des économies sur les consommables de bureau. Vous voyez le truc. Chaque idée de Florian était présentée comme étant la plus brillante chose qu'on ait jamais entendue. Florian était mignon, je dois l'avouer. Blond, sourire facile, vêtements tendance, toujours avec un truc cool, des sneakers de luxe, une montre Rolex qui venait probablement de papa. Il était jeune, il avait l'air à l'aise, il disait ce qu'il fallait pour faire rire les gens aux réunions. Il n'avait aucune expérience opérationnelle réelle. À vrai dire, il sortait tout juste d'un stage de 6 mois dans le marketing d'une boîte de cosmétiques à Paris. Mais ça, c'était un détail que Bernard semblait prêt à ignorer. Dans l'esprit de Bernard, l'expérience n'était rien comparé aux connexions, aux gènes, à la place à table. Au printemps, les choses ont commencé à changer. J'ai d'abord remarqué une augmentation des réunions avec des consultants externes. Des mecs en costume gris qui ne disaient pas grand-chose et qui facturaient probablement 500 € de l'heure pour écouter Bernard parler. Bernard aimait ça. Ça lui faisait croire qu'il était moderne, qu'il était en train de transformer l'entreprise. Et puis, un lundi matin, un email avait traversé mon écran. Réunion de présentation de la nouvelle structure organisationnelle. Lundi 14 avril, 14 heures, salle de conférence niveau 2. Je n'avais pas d'inquiétude particulière. Après 18 ans, vous pensez que vous avez des droits, que vous êtes indispensable, que le bateau ne peut pas naviguer sans vous. C'est un piège classique, un piège que j'aurais dû voir venir. La réunion s'est tenue un lundi après-midi gris, salle de conférence du 2e étage, vue sur les quais du Rhône. Par la fenêtre, on voyait les péniches passer lentement. Bernard était assis à la tête de la table, entouré de Nathalie Girard, la DRH, et de 2 conseillers externes qu'il avait engagés. Des mecs en costume gris qui ressemblaient à tout le monde et à personne, interchangeables, comme des pièces détachées. La nouvelle structure s'appellerait Lasserre 2.0. C'était un nom commercial qui voulait dire absolument rien, mais qui sonnait moderne, innovant. Comme si ajouter .0 à ton nom rendait tout futuriste. Les changements annoncés étaient minimes, en surface. Quelques repositionnements, quelques nouveaux titres, quelques nouvelles responsabilités réparties différemment.
Rien qui m'inquiétait vraiment à ce moment du discours. Et puis Bernard avait mentionné un nouveau poste, directeur des opérations. Un poste stratégique qui aurait autorité sur les dépôts, la logistique, la gestion des chauffeurs, des rotations de camions, les itinéraires d'optimisation. C'était un poste important, sans doute plus important que celui que j'occupais, en termes de visibilité et de nombre de personnes sous votre responsabilité. Et puis Bernard avait dit la phrase qui aurait dû me mettre en alerte. Ce poste sera confié à quelqu'un d'une grande énergie, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui représente l'avenir de l'Acer, quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question les vieilles façons de faire. Vieilles façons de faire. C'était clairement une critique voilée de ma gestion. Florian était assis 3 chaises plus loin, entre un directeur d'exploitation et la responsable RH. Je ne l'ai pas vu sourire, mais je l'aurais probablement remarqué si j'avais regardé dans sa direction. Au lieu de ça, j'étais assis à observer le sourire de satisfaction sur le visage de Bernard, à écouter les mots qu'il ne prononçait pas. Après la réunion, j'ai continué normalement. J'avais un audit de l'URSSAF prévu pour le mois d'août, quelques dossiers complexes à boucler avant les vacances d'été, une demande de délai de paiement d'une cliente importante, un contrat à renégocier avec un transporteur routier qui menaçait de quitter l'Acer pour un concurrent. Je ne soupçonnais rien. Ou plutôt, je refusais de soupçonner quelque chose. C'est souvent comme ça qu'on se met dans le pétrin, en ignorant les signaux d'alarme jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les semaines ont passé. Le temps à l'Acer avait une étrange qualité cette année-là. Vous pouviez sentir quelque chose dans l'air, une tension, une attente. Les gens chuchotaient plus. Les réunions étaient moins ouvertes. Tout le monde était en train de manœuvrer pour sa position dans la nouvelle structure. Puis, à la fin du mois de mai, un jeudi après-midi, Nathalie Girard est venue frapper à ma porte. Elle avait l'air mal à l'aise. Nathalie, c'est une femme bien, compétente, honnête intellectuellement parlant. Mais elle ne sort jamais du cadre qu'on lui impose. Elle connaît toutes les règles du jeu et elle les respecte à la lettre. Ce qui veut dire qu'elle ne sera jamais du côté de ceux qui se battent contre le système. Elle en a peur. « Étienne, » elle a dit en fermant la porte derrière elle, « Bernard aimerait te voir, jeudi 14h30. » Jeudi, le même jour de la semaine, 4 jours. Et voilà, c'était le rendez-vous qui changerait tout. Jeudi matin, j'étais nerveux, vraiment nerveux. Je ne le montrerai pas. J'ai passé 18 ans à apprendre à ne rien montrer, à développer un visage de politicien, un visage de directeur général. Mais intérieurement, dans ce coin de mon cerveau où vivait l'intuition, je sentais quelque chose qui clochait, quelque chose de grave. Bernard ne convoquait pas les gens dans son bureau. C'était toujours aux réunions, ou par email, ou par l'intermédiaire de Nathalie qui servait de courroie de transmission. Un rendez-vous en tête-à-tête, ce n'était pas son style. Son père peut-être aurait fait ça. Mais Bernard? J'ai passé ma journée à me demander ce que ça pouvait bien être. Peut-être une augmentation? Non, c'était trop tôt après la réorganisation. Peut-être un nouveau projet? Une mission spéciale? Peut-être une promotion? Je me suis accroché à ce dernier espoir. L'idée que Bernard voulait finalement reconnaître le travail que j'avais fait, que tout ce temps à garder l'entreprise à flot avait été remarqué et apprécié. Je me suis construit toute une narration autour de cette hypothèse jusqu'à 14 heures. Quand je suis arrivé à 14h28, sa secrétaire m'a fait entrer sans m'annoncer. Bernard était assis à son bureau massif en chêne verni, celui qu'il avait hérité de son père lors de sa mort. C'est un beau bureau, trop grand pour la pièce vraiment, ça écrase un peu l'espace. Il m'a fait un grand sourire, un sourire chaud, amical, trop amical. Un sourire qui, je le comprendrai plus tard, était le sourire d'un mec qui savait qu'il était sur le point de faire quelque chose d'injuste, d'irrationnel même, mais qui s'en fichait royalement. Le sourire de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision et qui se sentait, bizarrement, libéré par elle. « Étienne, assieds-toi s'il te plaît. » Je me suis assis dans le fauteuil de cuir noir qu'il gardait pour les visiteurs, trop mou, trop bas. Un fauteuil qui te mettait en position de faiblesse. Il y a eu un silence.
Il m'a observé pendant peut-être 15 secondes. Ses yeux étaient calmes, ses mains étaient jointes sur le bureau. Et puis il a dit, sans préambule aucun, sans transition, sans la moindre tentative de préparation, « Voilà, je vais être direct avec toi. Florian prend la direction des opérations, nous l'avons déjà arrêté en comité de direction. Et pour faire de la place, il faut réorganiser. Tu comprends ?» Ce n'était pas une question, ce n'était pas une demande d'avis. C'était une affirmation, un fait qu'il me présentait comme quelque chose de déjà décidé, de gravé dans le marbre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, j'ai dit, parce que je savais que ce qui allait suivre ne serait pas bon, et que je voulais entendre la mauvaise nouvelle complète avant de réagir. Mes mains tremblaient un peu. Je les ai mises sous la table pour que Bernard ne le voie pas. « Oui, écoute, Étienne, sois honnête avec toi-même. Florian, c'est un gars brillant. Il a de nouvelles idées, il a une énergie incroyable. Et franchement, tu n'es tout simplement pas à son niveau. Je suis désolé de te le dire comme ça, mais tu sais, à son âge, il a déjà une vision du futur que toi, tu as moins de flexibilité, moins de capacité à t'adapter. C'est juste comme ça. C'est la réalité des choses. » Mon cœur s'est mis à battre très vite. C'est curieux comme votre corps réagit avant que votre cerveau ait eu le temps de traiter l'information. J'ai senti le sang monter à mon visage. Mais mon visage, lui, est resté de marbre. Entraînement de 18 ans. Ne jamais montrer. Ne jamais perdre le contrôle. Donc ce que tu me dis, c'est que je suis rétrogradé. Non, non, il a dit en levant les mains, en agitant les doigts comme s'il pouvait refuser les mots que j'avais prononcés. Tu ne suis pas une rétrogradation, exactement. Tu vas prendre une nouvelle responsabilité. Tu vas être directeur de la conformité. Juste la conformité. Pas la finance. Pas les finances. Rien à voir avec les chiffres. Juste la conformité. La finance, ce sera géré différemment. Par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre génération, avec une autre perspective. La finance. 18 ans. 18 ans à faire des chiffres, à gérer les flux, à négocier avec les banquiers, à assurer que les livres étaient équilibrés, que les clients payaient à temps, que les stocks n'explosaient pas. C'était la moitié de ma responsabilité. Et il me l'enlevait juste comme ça, d'un geste de la main, comme on enlève une vieille chaise d'un bureau quand on refait la décoration. « Et quel sera mon salaire ?» j'ai demandé. Je savais déjà que ce ne serait pas bon, mais je voulais l'entendre. « Écoute, c'est plus une question de redéploiement de responsabilité. Nous avons réfléchi, Nathalie et moi, et nous pensons que tu peux rester à 85% de ton salaire actuel. C'est équitable, considérant que tu auras moins de responsabilités, moins de stress, tu vois. Moins de responsabilités. C'était vrai, techniquement. Je perdrais la gestion de la trésorerie, la comptabilité générale, tout le secteur financier. Mais je gagnerais la conformité complète, les audits, les inspections, tout le négatif. C'était un échange poiseux, et la baisse de salaire. Nous parlions de 7 ou 8 000 euros bruts par an de moins. Pour un cadre dirigeant, ce n'était pas énorme en termes absolus, mais en termes relatifs, c'était énorme. C'était le signal. C'était la preuve que j'avais perdu mon statut. Et puis Bernard a dit la phrase qui m'a vraiment fait comprendre à quel point il était détaché de la réalité, à quel point il ne comprenait rien au monde réel. Videz votre bureau avant vendredi. Les nouvelles organisations prennent effet lundi matin. Videz votre bureau, comme si j'étais un intérimaire qui avait fini son contrat, comme si je n'étais plus le bienvenu dans mon propre bureau, l'endroit où j'avais passé 1000 jours. Comme si j'avais été viré prise en flagrant délit de compétence. Et votre bureau, il n'avait pas dit ton bureau, il avait dit votre, formel, distancé, comme si je n'étais plus quelqu'un avec qui il pouvait parler directement. J'ai dû rester assis un instant, à traiter l'information, à réaliser que je n'étais pas en train de rêver, que c'était réel, que Bernard Lasserre, le PDG, mon PDG depuis 18 ans, avait décidé unilatéralement que je n'étais pas assez brillant pour Florian et que par conséquent, j'étais remisé, mis au rencard. Mais dans une position où je gérais les tracasseries administratives tandis que le jeune neveu gérait les vraies opérations.
Puis quelque chose s'est réveillé en moi. Pas de la colère. La colère, c'est trop bruyant, trop incontrôlé. Quelque chose de plus froid. Une clarté soudaine. Une compréhension parfaite de la situation et de ce que je devais faire. J'ai repensé à la porte de mon bureau, à la clé magnétique qui m'ouvrait accès à la salle des serveurs au sous-sol, à la chambre froide où s'entassaient les serveurs, au coffre-fort métallique où nous rangions les documents confidentiels, les contrats, les accords, les documents sensibles. Aux archives numériques où étaient stockées toutes les déclarations à l'URSSAF des 5 dernières années, tous les audits de conformité que j'avais dirigés personnellement, tous les dossiers de paie, tous les contrats, tous les documents de conformité, tous les rapports financiers. Tout. C'était de ma responsabilité. J'y avais accès, librement. Et personne n'avait jamais pensé à changer les droits d'accès, à me retirer l'accès maintenant qu'on m'avait rétrogradé. Parce que je n'étais pas formellement viré. Je n'étais rétrogradé que. Et en cet instant, assis face à Bernard qui attendait ma réponse, qui attendait peut-être que je pleure ou que je supplie ou que je proteste, j'ai compris quelque chose d'important. Il me voulait partir, mais il ne m'avait pas encore viré. Pas formellement. Et tant que je n'étais pas viré, j'avais accès à tout. D'accord, j'ai dit calmement. Merci d'être aussi direct avec moi. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Bernard a souri, soulagé. Il pensait que j'allais me mettre à pleurer, probablement. Que j'allais négocier, ou protester, ou supplier. Et au lieu de ça, il avait un mec qui semblait accepter la situation. Un mec qui était prévisible. Un mec qu'il avait déjà classé mentalement dans la catégorie des losers. « Je suis content que tu le prennes bien », il a dit. « Je savais que tu comprendrais. Florian est vraiment une belle addition à l'équipe, tu verras. Et la conformité, c'est un sujet important. C'est juste pas aussi stratégique. Pas comme les opérations. » Je me suis levé. J'ai serré la main à Bernard. Un geste mécanique, sans conviction. Ses mains étaient moites. Curieusement, je me suis demandé si c'était de la nervosité ou simplement la conscience d'avoir fait quelque chose de mal. Et je suis parti. En marchant dans les couloirs de l'Acer Transport et Logistique, ma maison pendant 18 ans, j'ai senti que quelque chose venait de changer en moi. Je n'étais plus celui qui suivait les règles du jeu. J'étais maintenant celui qui allait jouer par des règles différentes. Les règles que je définirais moi-même. Je suis allé à mon bureau. J'ai fermé la porte à clé. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je savais. Ce que je savais, c'était beaucoup. Trop peut-être. Mais d'une certaine façon, juste assez. Pendant 18 ans, dans mon rôle de directeur financier et conformité, j'avais découvert des choses. Pas des choses spectaculaires, pas des choses criminelles au sens strict. Rien d'une ampleur qui aurait justifié une arrestation. Mais des choses que personne d'autre ne savait exactement, parce que personne d'autre n'avait l'accès que j'avais. La connaissance exclusive. C'est une forme de pouvoir qu'on n'enseigne pas dans les écoles de commerce. Par exemple, je savais que les déclarations de charges sociales à l'URSSAF n'étaient pas tout à fait conformes. Rien de dramatique. Rien qui ferait les gros titres. Juste quelques erreurs de classification systématique. Des mecs qui auraient dû être déclarés en CDI temps plein parce qu'ils travaillaient plus de 35 heures par semaine, mais qui avaient été déclarés en CDI temps partiel pour économiser sur les cotisations. Des heures supplémentaires qui n'avaient pas été correctement déclarées à l'administration. Des allocations familiales qui n'avaient pas été intégrées aux feuilles de paye. Petites choses, administratives. Le genre de choses que tout le monde ignore jusqu'à ce qu'un inspecteur du travail arrive avec un porte-document. Je savais aussi qu'il y avait quelques dossiers dans un placard du 2e étage. Des factures, des reçus, des bons de commande qui correspondaient à des travaux effectués par un mec de 53 ans qui vivait 2 rues plus loin et qui avait refait une partie de la remise de stockage. Ce mec n'était jamais passé par la case déclaration. Il n'avait pas de contrat. Il n'avait pas de fiche de paie. C'était du travail entre copains, le genre de choses qu'on fait en France sans trop penser aux implications légales. Si quelqu'un voulait être méchant, un inspecteur du travail zélé par exemple, il pourrait appeler ça du travail au noir. Juste un peu. Juste quelques milliers d'euros de travaux qui auraient pu être formalisés. Il y avait aussi certaines choses sur les déclarations de TVA. Rien d'intentionnel,
juste des erreurs de classement, des confusions entre les codes des taxes. 3 ou 4 000 euros qui auraient pu être détaxés, mais qui ne l'avaient pas été, simplement parce que les documents n'étaient pas correctement classifiés. C'était le genre d'erreur qu'on corrige en 1 heure avec un bon consultant. Mais c'était aussi le genre d'erreur qu'un inspecteur des finances pourrait amplifier s'il était de mauvaise humeur. Rien d'atroce, rien qui mériterait une prison ou une amende catastrophique, rien qui ferait la une de l'usine nouvelle. Mais tout ça ensemble, c'était exactement le genre de choses qui pourrait amener un inspecteur du travail à conclure que l'ASER Transport et Logistique n'avait pas un système de conformité suffisant. Et à partir de là, tout s'écroule. Les rapports, les demandes de documentation, les menaces de pénalité, la mauvaise publicité, et ultimement, l'impossibilité d'opérer. Je suis resté à mon bureau jusqu'à 18 heures. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste lu mes emails, tranquillement. Répondu à quelques questions de routine. Définalisé quelques rapports. Tout en pleine connaissance de ce qui s'était passé. Puis j'ai éteint l'ordinateur et je suis rentré à la maison. Ce soir-là, ma femme Stéphanie m'a demandé comment s'était passée ma journée en remarquant probablement quelque chose dans mon ton, dans ma posture. Je lui ai dit qu'on m'avait rétrogradé. Elle a été horrifiée. Elle a commencé à penser aux factures à payer, à l'emprunt immobilier, à toutes les choses qu'on avait programmées avec cet argent que je n'allais plus avoir. C'était normal, c'était une réaction humaine. Nos enfants finissaient leurs études à Grenoble. On avait parlé d'agrandir la maison dans 3 ans. On parlait de vacances en Corse l'été prochain. Tout ça était maintenant en question. Mais moi, j'avais d'autres préoccupations en tête, beaucoup plus urgentes, beaucoup plus stratégiques. Vendredi matin, je suis arrivé au bureau comme d'habitude. Je n'ai rien montré. Visage neutre, costume gris. Tout était normal, mais je savais que ça ne l'était pas. Nathalie m'avait envoyé un email jeudi soir me demandant de remettre ma clé magnétique à la réception le soir, comme si j'avais été un stagiaire qui partait après son contrat d'été. Comme si 18 ans de loyauté pouvaient être résumés en une clé magnétique. J'avais rempli une boîte de carton avec mes affaires personnelles, quelques livres sur la gestion financière, des photos de famille, une petite statuette de buis que Stéphanie m'avait offerte 9 ans plus tôt pour commémorer un projet réussi. L'intégration d'un nouveau système comptable qui avait sauvé l'entreprise 50 000 euros par an. Symboles insignifiants d'une existence professionnelle qui venait de basculer. Mais avant de partir vendredi soir, avant de remettre la clé magnétique à la réception dans un geste de résignation dramatique, je suis allé à la salle des serveurs. C'est une petite pièce climatisée au sous-sol, avec un bruit blanc constant des ventilateurs. J'y suis allé avec une clé USB vierge. J'ai copié quelques dossiers. Rien d'illégal. C'étaient des documents que j'avais moi-même créés ou organisés, des fichiers qui avaient été générés par mon travail. Juste les données brutes. Les déclarations à l'URSSAF des 3 dernières années, un dossier complet. Les feuilles de paie mensuelles pour tous les employés sur une période de 2 ans. Les contrats de travail. Les factures de travaux que j'avais mentionnées. Et surtout, mon dernier rapport d'audit interne, celui que j'avais rédigé 2 mois plus tôt, qui détaillait précisément les zones de non-conformité, qui identifiait les problèmes spécifiques, qui listait les risques. C'était du travail très détaillé. Du travail que j'aurais pu vendre à n'importe quel consultant externe pour 10 000 euros facilement. Ensuite, vendredi soir, après avoir remis la clé magnétique avec un sourire stoïque à la réceptionniste n'avait aucune idée de ce qu'elle représentait, j'ai appelé mon ami Christophe Aubert. Christophe et moi, nous nous connaissions depuis HEC. Nous étions dans la même promo. Nous avions étudié ensemble, on avait travaillé sur des projets ensemble, on avait même partagé un appartement pendant les 3 années d'études. Il y a quelques années, nous nous étions perdus de vue, comme ça arrive avec la plupart de vos amis de jeunesse. On se croisait occasionnellement dans les réseaux sociaux, on se disait qu'on devrait prendre un café, on ne le faisait jamais. Puis, 1 an et demi plus tôt, nous nous étions recroisés à une conférence sur la conformité et la gouvernance d'entreprise. Christophe avait créé sa propre cabinet de conseil, en conformité avec 2 autres gars de notre promotion. Il ne devenait pas riche,
Ils ne vivaient pas dans des penthouses à la Défense, mais ils gagnaient correctement leur vie en aidant les PME à être conformes avec la loi française, qui est extrêmement compliquée, vous savez. Je l'ai appelé vendredi soir, vers 19 heures. Il répondait à la première sonnerie, ce qui voulait dire qu'il était encore au bureau. « Salut Christophe, c'est Étienne Marchand, ça va ?» Il a été content d'entendre ma voix. Je pouvais l'entendre sourire dans sa voix. Nous avons parlé un peu, de sa boîte, de mes enfants, de ce qu'on avait fait depuis qu'on s'était vus. Et puis je lui ai dit, avec une nonchalance calculée, « Écoute, je vais avoir du temps libre prochainement. Mon travail chez la Serre vient de changer. Je cherche peut-être un changement de carrière, tu sais, une nouvelle direction. Est-ce qu'il y aurait une place pour moi chez vous ?» Christophe s'est mis à rire surpris. « Ouais, sans blague, tu veux quitter la Serre? Mais tu étais bien, non? Je me souviens que tu me disais que c'était ton job idéal, que tu contrôlais tout. » C'est une longue histoire, j'ai dit. Très longue histoire. Mais oui, je suis intéressé. On peut en parler? Peut-être lundi? Lundi, c'est parfait. Viens à notre bureau à 10 heures. On pourra discuter. On pourrait même aller prendre un café après, si tu veux. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Parfait, à lundi. Je suis allé me coucher vendredi soir en ne dormant pas beaucoup. Mon cerveau tournait à 100 à l'heure. Samedi et dimanche, je suis resté à la maison. Stéphanie voulait parler de CV, de candidature, des agences de recrutement, de comment chercher un nouveau job. C'était normal, logique, raisonnable. Mais je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur ces choses-là. Mon cerveau était ailleurs. Je pensais à Florian, qui arrivait lundi matin au bureau comme le nouveau directeur des opérations, en costume italien, avec son sourire confiant et ses zéro expérience. Je pensais à Bernard qui se versait un café dans sa belle tasse en porcelaine blanche et qui se félicitait intérieurement de la LASER 2.0, sa nouvelle vision pour l'entreprise. Je pensais à Nathalie qui remplissait les nouveaux contrats de travail avec les nouvelles responsabilités, qui mettait à jour les organigrammes. Et je pensais à lundi. Lundi matin, j'ai mis mon meilleur costume. Un beau costume gris anthracite de chez Hugo Boss, la chemise bleue Lacoste que Stéphanie m'avait offerte l'année dernière, la cravate en soie qu'on m'avait offerte pour mon anniversaire il y a 3 ans. Je voulais avoir l'air au sommet de ma forme. Pas pour moi, pour ce qui allait arriver, pour ce que je m'apprêtais à faire. J'ai d'abord été au bureau de Christophe, à la Presqu'île, dans le quartier des affaires à Lyon. C'était un petit bureau, 3 pièces, beaucoup de plantes vertes en pot, des meubles minimalistes et scandinaves, pas de photos de famille, pas de personnalisation, comme si personne ne voulait vraiment être là. Christophe m'a accueilli, et ses 2 associés aussi, Marc et Sylvain, 2 gars compétents, discrets, efficaces. Nous avons parlé dans la salle de conférence, une petite pièce avec une table en verre et des chaises design. Nous avons parlé de mon expérience, de mes projets précédents, de ce que je voulais faire si je quittais la Serre. Tout très normal, tout très professionnel. Et puis, après environ 30 minutes de conversation, je leur ai montré la clé USB. « Vous voyez, j'ai dit, en pénétrant doucement dans le territoire délicat. Chez la Serre, il y a quelques zones de non-conformité. Rien d'énorme, mais suffisant. Assez pour occuper quelques semaines d'un bon consultant. Et ce que j'ai là, c'est toute la documentation que vous auriez besoin pour identifier précisément où sont les problèmes et comment les régler. » Les 3 hommes se sont échangés des regards. Christophe a pris la clé USB et l'a tournée entre ses doigts. « Tu veux dire que tu veux qu'on se présente chez la Serre, en tant que consultant indépendant, pour les aider à être conformes ?» demanda Christophe en parlant doucement, en voulant être sûr de bien comprendre ce qui était proposé. « Exactement, j'ai dit. Vous vous présentez comme des consultants externes, experts en conformité. Vous donnez une cotation pour un audit. Vous découvrez les problèmes, parce que vous allez probablement les identifier de toute façon si vous êtes compétent et que vous regardez les bons endroits. Et puis, une fois que vous aurez produit votre rapport, vous allez recommander un directeur de la conformité expérimenté pour les aider à mettre en place les correctifs. » Christophe a souri. Il comprenait le jeu. Il voyait où j'allais avec ça.
Et tu penses que Bernard va embaucher quelqu'un comme consultant externe après une rétrogradation? Demanda l'un de ses associés, Sylvain. Les gars comme ça, ils sont orgueilleux. Ils ne vont pas vouloir l'aide. Non, j'ai dit calmement. Pas après une rétrogradation, tu as raison. Mais après un audit, après que l'inspection du travail ait commencé à poser des questions, après que les pénalités commencent à s'accumuler, après que la situation empire? Oui. À ce moment-là, Bernard va pleurer pour qu'on lui trouve quelqu'un qui connaît vraiment le dossier, quelqu'un d'expérimenté. Quelqu'un qui a vu ça un millier de fois. Quelqu'un qui peut arranger ça en un clin d'œil. Et tu seras disponible, continua Christophe en complétant ma pensée. Exactement. Libre. Désireux de travailler. Et avec une crédibilité d'expert externe qui vient valider ma compétence. Le plan était simple, élégant, et j'en suis fier. Je n'allais pas chercher à détruire la serre. Détruire l'entreprise, c'était détruire aussi tous les employés, les chauffeurs, les gens ordinaires qui gagnaient leur vie là-bas. Ce n'était pas mon objectif. Je voulais juste que Bernard récolte ce qu'il avait semé. Je voulais qu'il comprenne que la compétence n'était pas un luxe, qu'elle était une nécessité. Et je voulais obtenir un meilleur poste, avec un meilleur salaire, avec plus de respect, dans un contexte où je serais vraiment apprécié. Christophe et ses gars ont accepté le marché. Ils ont compris l'opportunité. Ça leur donnait du travail, ça me donnait une sortie. Et ça donnait à Bernard une leçon. Tout le monde était gagnant, essentiellement. Ils ont pris la clé USB, ils ont commencé à examiner les documents. Je les ai regardés scrollerer sur mon rapport détaillé, en hochant la tête en signe de reconnaissance du travail. « C'est du bon boulot, ça », dit Marc, l'autre associé. Et mardi matin, après avoir passé tout le lundi à digérer les fichiers et les dossiers, Christophe a appelé le bureau de Bernard et a demandé un rendez-vous. « J'appelle de la part d'un client habituel de la serre », avait-il dit, en mentant délibérément mais subtilement. « Nous recommandons régulièrement vos services de logistique et nous pensons qu'une audit de conformité pourrait être utile. » Et voilà, c'est le moment où tout a vraiment basculé. Lorsque Christophe et ses associés se sont présentés au bureau de Bernard mardi après-midi en se présentant comme des consultants en conformité recommandés par un client habituel de la serre, un mensonge blanc, mais juste assez convaincant, Bernard a dû être surpris. Mais il n'a pas osé refuser. C'est le problème avec les gars comme Bernard. Ils ont trop de respect pour les experts externes, trop peur de paraître incultes ou ignorants. Il faut montrer que vous comprenez les enjeux, que vous êtes ouvert à l'innovation. Donc, il les a reçus. Il les a installés dans la salle de conférence au 2e étage. Et ce qu'ils lui ont montré, c'était l'inventaire complet de tous les problèmes de conformité que nous avions. Chacun détaillé, documenté, accompagné de références précises aux documents, aux lignes de registre, aux pages des fiches de paie. Les déclarations à l'URSSAF incorrectes, les travaux non déclarés, la petite remise de stockage, les erreurs de TVA, les contrats de travail non mis à jour, les heures supplémentaires mal enregistrées. Rien de criminel, comme je l'ai dit. Mais ensemble, c'était un cauchemar administratif. C'était la sorte de chose qui pouvait faire chuter une petite entreprise. « Vous avez une inspection du travail programmée ?» avait demandé Christophe pendant la réunion, en penchant légèrement la tête en avant, en assumant une expression de concerne professionnel. « Non, qu'est-ce que tu veux dire ?» avait répondu Bernard. Et je peux imaginer, en recréant la scène mentalement, son visage se vidant de son sang. Des yeux qui s'écarquillent un peu. La soudaine conscience que quelque chose ne va pas. La prise de conscience qu'il n'avait pas vu un problème qui aurait dû être évident. Je veux dire que si quelqu'un signalait cette situation aux autorités, ce qui n'est jamais impossible dans une PME de cette taille, vous seriez dans un vrai pétrin. Les pénalités pour erreur de déclaration à l'URSSAF pourraient dépasser les 100 000 € facilement. Pire, les inspecteurs pourraient recommander des poursuites criminelles pour travail non déclaré. Ce ne serait pas agréable. Ce ne serait pas bon pour votre réputation. Ce pourrait même affecter votre capacité à contracter avec les gros clients, qui ont tendance à vérifier la conformité de leurs fournisseurs. À partir de ce moment, Bernard était terrorisé. Je peux presque voir la panique s'installer dans son esprit. Les calculs qu'il faisait mentalement, les scénarios qu'il déroulait. 100 000 € de pénalité?
C'était énorme pour une PME. Et les poursuites criminelles? Il voyait déjà les gros titres. Le PDG de l'Acer Transport poursuivi pour travail au noir. Christophe a proposé un audit complet et un programme de remise en conformité. Ça coûterait 60 000 €, avait-il dit. Un bon prix. Douloureux, mais gérable. Et à la fin, une recommandation pour un directeur de la conformité chevronné. Quelqu'un qui connaissait déjà l'entreprise à fond. Quelqu'un qui avait une expérience de 18 ans dans le secteur. Quelqu'un qui savait exactement où les problèmes étaient et comment les régler. Bernard a accepté, bien sûr. Comment aurait-il pu refuser? Il avait des cauchemars mentaux de pénalités de 100 000 €. Il envisageait probablement des poursuites criminelles. Il se voyait potentiellement en prison, ce qui est irrationnel parce que c'était une erreur administrative, pas une fraude volontaire, mais la peur n'est pas rationnelle. Et mercredi matin, exactement une semaine après ma rétrogradation, une semaine jour pour jour, Christophe m'a appelé à 10 h du matin. « C'est bon », a-t-il dit simplement. « Il t'engage comme consultant. 2 jours par semaine au début pour mettre les choses en ordre. Le salaire qu'on a négocié, c'est 45 000 € à l'année, plus des bonus, jusqu'à 10 000 € supplémentaires, s'il y a des corrections majeures qui te permettent de réduire les risques en dessous du seuil que l'inspection du travail accepte. 45 000 €. C'était 5 000 € de plus que mon ancien salaire, avant la rétrogradation. Et ça, c'était sans les bonus. Et c'était comme consultant, pas comme employé. Ce qui voulait dire plus de flexibilité, plus de respect, plus de contrôle sur mon temps. Et surtout, pas de piston. C'était basé sur la compétence, sur ce que je savais, sur ce que je pouvais faire. Et l'autre truc, continua Christophe, Bernard sait que tu es impliqué. Christophe a voulu que ce soit transparent, tu vois. Il sait que tu m'as contacté, il sait que tu connais le dossier mieux que personne. Il veut te parler demain, à 10 h. J'ai senti mon cœur battre un peu plus vite, mais pas de la panique, de l'anticipation, de l'excitation. Il veut me parler, j'ai répété, en confirmant ce que j'avais entendu. Oui, pendant la présentation, pendant qu'il digérait le rapport d'audit, j'ai mentionné que tu étais disponible. Je lui ai dit que tu connaissais l'entreprise à l'intérieur et dehors. Je pense qu'il veut discuter d'un arrangement. Je pense qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie. Jeudi matin, maintenant précisément 2 semaines après la rétrogradation, je suis retourné au bureau de l'Acer. Pas comme employé qui rentre au travail, comme consultant. Et cette différence était importante, psychologiquement, même si elle ne changeait rien juridiquement. J'étais entré par l'entrée principale. Je m'étais enregistré à la réception. Un badge provisoire m'avait été remis. Un badge avec le mot « consultant » écrit dessus. Bernard m'attendait dans son bureau. Il n'y avait plus le sourire satisfait du jeudi précédent, le jeudi de la rétrogradation. Il y avait un homme qui avait peur. Un homme qui venait de réaliser qu'il avait mélangé famille et affaires, et que ça avait des conséquences. Des conséquences matérielles et immédiates. « Étienne », a-t-il dit en me serrant la main fermement, peut-être un peu trop fermement, comme s'il voulait me rappeler que nous étions encore sur un pied d'égalité quelconque. « Je dois te dire quelque chose. Je crois que j'ai fait une erreur. » C'était peut-être la phrase la plus honnête que je lui avais jamais entendu dire. Et il y avait quelque chose d'endommagement dans sa voix, quelque chose de défait. « Une erreur ?» j'ai dit, en restant neutre, en gardant mon expression parfaitement plate. « Avec Florian, et avec ton poste. Christophe Aubert m'a expliqué la situation de conformité de l'entreprise. Je ne savais pas. Je pensais vraiment que tout allait bien. Aucune idée. Mais apparemment, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vues. Des choses que j'aurais dû voir. » Oui, j'ai dit, il y avait. Écoute, je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes en tant que directeur financier et conformité, au même salaire qu'avant, peut-être même avec une augmentation de 5%, pour compenser pour ce qui s'est passé. Et je vais expliquer la situation à Florian. Il comprendra. Il peut prendre quelques mois pour suivre une formation ou prendre un autre rôle ailleurs. Un rôle qui correspond mieux à son niveau actuel. Mais toi, tu dois revenir. Je veux que tu reviennes. Je l'ai observé pendant quelques secondes. J'ai vraiment regardé Bernard Lasserre pour la première fois en 2 semaines. Pendant longtemps,
J'avais envié les gens comme Bernard. Des gens nés avec l'argent et le pouvoir, avec le filet de sécurité du piston et de l'héritage. Des gens pour qui les portes s'ouvraient automatiquement. Maintenant, assis en face de lui, je ne ressentais rien d'autre que de la pitié. Il était paniqué. Il avait peur. Il venait de réaliser que son filet de sécurité, sa position, son héritage, son piston, sa place à table, ne suffisait pas pour régler tous les problèmes. Il ne pouvait pas acheter sa sortie de celle-ci. Pas facilement. Il avait besoin de moi. Et ça l'humiliait. Non, j'ai dit. Non? Il a l'air décontenancé, perdu, comme s'il ne comprenait pas la géographie mentale d'un univers où quelqu'un refuserait une offre comme celle-ci. Non, je vais continuer avec Christophe. Nous allons vous aider à mettre la serre en conformité. Je vais passer 2 ou 3 jours par semaine ici pour les 3 à 6 prochains mois. Nous allons fixer tout. Vous allez passer l'inspection du travail. Vous allez être propre. Mais je ne reviendrai pas en tant que ton employé. Je ne reviendrai pas en tant que quelqu'un qui dépend de ton bon vouloir, de ton caprice, de tes décisions erratiques. Les jours de travailler pour quelqu'un comme toi, quelqu'un qui choisit son neveu parce qu'il est de la famille, plutôt que de baser ses décisions sur la compétence, la capacité, l'expérience, c'est fini pour moi. Mais Étienne, sois raisonnable. Tu as demandé à être direct 1 semaine et demie ago, à te dire exactement ce que tu pensais. Je vais te le rendre. Diriger une entreprise, ça veut dire prendre des décisions difficiles. Ça veut dire regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'ils ne correspondent pas, qu'ils ne sont pas assez bons, qu'il faut que tu t'en débarrasses. Ça veut dire assumer les conséquences. Mais ça veut aussi dire en accepter les conséquences. Et là, tu découvres juste le début des conséquences de ta décision. J'ai vu son visage se plisser. Il comprenait que je n'étais pas en train de négocier. Je n'étais pas le Étienne rétrogradé qui arrivait à ramper à ses pieds pour retrouver son travail. J'étais le Étienne consultant, le Étienne qui avait du pouvoir, qui avait de l'information, qui avait des alternatives. J'étais en train de dire au revoir. « Qu'est-ce que je fais pour Florian ?» a-t-il demandé. Et il y avait une certaine résignation dans sa voix, l'acceptation que ce train avait déjà quitté la gare. « C'est ton problème, j'ai dit, et je pense que ce fut le moment où il a vraiment compris. C'est ce que j'ai appris cette semaine. Tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Plus maintenant. Florian, c'était ta décision. Maintenant, tu dois vivre avec. Peut-être lui donner de l'argent pour disparaître. Peut-être le mettre dans une autre position. Je ne sais pas. Mais ce n'est plus mon problème à régler. » Je me suis levé. Je lui ai serré la main une dernière fois. Pas chaleureusement, juste poliment. Et je suis parti. Les 3 mois suivants ont été intenses. Christophe, ses associés et moi avons travaillé lentement, méthodiquement, à travers chaque problème de conformité. Nous avons restructuré les déclarations à l'URSSAF. Nous avons mis à jour tous les contrats de travail. Nous avons créé un système de suivi pour les heures supplémentaires que Florian n'avait jamais pensé à mettre en place. Nous avons arrangé les documents de TVA. Nous avons formé l'équipe RH. À la fin, quand l'inspection du travail est finalement venue, pas parce que quelqu'un les avait signalés formellement, mais juste parce qu'ils viennent régulièrement aux PME du secteur, ils ont trouvé une PME bien organisée, bien documentée, transparente. Aucune pénalité, aucun problème, aucun scandale. Bernard avait évité le désastre. Et Florian ? 3 mois plus tard, j'ai appris que Florian avait décidé de chercher des opportunités ailleurs. C'était une façon douce de dire qu'il avait quitté la serre avec une certaine somme d'argent pour disparaître. Bernard avait passé un accord avec lui, du silence contre de l'argent, probablement 50 000 € ou plus. C'était typique. C'était ce qui arrive quand on essaie de cacher les erreurs plutôt que de les affronter. Entre-temps, Christophe m'avait proposé une place permanente en tant que directeur de conformité pour son cabinet. Un salaire de 52 000 €. Plus les bonus potentiellement. Pas fou. Pas riche, mais stable, prévisible, basé sur la compétence. Avec des clients qui variaient tous les mois. PME, start-up,
Petite structure qui avait besoin d'aide pour rester conforme avec la jungle de réglementation française. C'était excitant, dynamique et surtout, c'était basé sur la compétence, pas sur qui tu connais, pas sur ta famille, pas sur les écoles que tu as fréquentées, juste sur ce que tu savais faire. Et la serre? La serre s'était mise en conformité, complètement. Ça ne s'est pas terminé par une grande vengeance spectaculaire. Il n'y a pas eu de scandale qui aurait détruit la serre transport et logistique. Personne n'a été emprisonné. Aucun gros titre dans les journaux. Bernard est resté PDG, un peu plus humble peut-être, un peu plus conscient de ses limites, mais toujours PDG. Mais ce que j'ai compris, c'était quelque chose d'important, quelque chose que très peu de gens dans le monde des affaires français comprennent vraiment. Que le vrai pouvoir n'est jamais le piston, jamais l'héritage, jamais le fait que tu sois le fils du fondateur. Le vrai pouvoir, c'est la compétence. C'est de savoir des choses que les autres ignorent. C'est d'avoir accès à des informations que les autres n'ont pas. C'est d'avoir la capacité de voir les solutions que les autres ne voient pas. Et c'est de savoir comment les utiliser. Et moi, Étienne Marchand, j'avais tout ça. Quand je repense à ce jeudi où Bernard m'a rétrogradé, où il m'a dit que je n'étais pas assez brillant pour Florian, où il m'a demandé de vider mon bureau, je n'en suis pas amer. En réalité, c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ça m'a forcé à quitter ma zone de confort, ce placard douillet où j'avais passé 18 ans. Ça m'a montré que la loyauté envers une entreprise n'était jamais un gage de sécurité, que ça pouvait même être un handicap. Ça m'a poussé à chercher quelque chose de meilleur, quelque chose qui reposait sur mes propres termes. Et ça m'a enseigné une leçon que très peu de gens dans le monde des affaires français comprennent vraiment, que parfois, la meilleure revanche n'est pas de combattre pour ta place à table. C'est de quitter la table et d'aller construire ta propre entreprise, ta propre vie, ta propre version du succès. Aujourd'hui, 3 ans après cette semaine folle, Christophe et ses associés parlent d'agrandir le cabinet. Nous pensons à l'expansion vers d'autres régions, Marseille, Toulouse, peut-être Paris. Il se peut même que je devienne associé dans les années à venir, que je possède une partie de la boîte. Et chaque fois que je pense à Bernard Lasserre, assis dans son bureau en chêne verni, en regardant par sa fenêtre sur le Rhône, je me demande s'il regrette sa décision ce jeudi-là. Je me demande s'il sait qu'une simple conversation avec moi aurait changé ma trajectoire entière. Qu'une augmentation, une reconnaissance, un peu de respect aurait suffi à me garder loyal pour le reste de ma vie. Je me demande s'il réalise que son petit pouvoir politique, son héritage, son piston, sa place à table, n'était rien comparé au pouvoir de la compétence, à la puissance du savoir. Mais c'est un débat qu'il aura avec lui-même. Moi, j'ai bien d'autres choses à faire, des clients à servir, une entreprise à bâtir, une vie à vivre.